Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à la remise des mentions handicap de l'INSA Lyon. Nous sommes heureux de vous accueillir pour ce temps fort de la vie de l'établissement dans le cadre de sa politique d'inclusion et de sensibilisation aux questions du handicap. Je me présente, je suis Sonia Béchet, directrice de l'Institut Gaston Berger, institut dont la mission est de garantir, valoriser et projeter le modèle d'éducation humaniste de l'ingénieur. J'aurai le plaisir d'animer ce webinaire mettant à l'honneur l'association étudiante Andisgood et l'entreprise A-System, partenaire de la Fondation INSA Lyon, que je tiens particulièrement à remercier aujourd'hui. Il est à souligner que Biomérieux, également entreprise partenaire, reconnaît les mentions handicap. Nous avons un invité d'honneur ce soir en la personne de Joseph Chovanec, qui nous fait le plaisir de sa présence. Quelques informations techniques avant de démarrer. Vous pouvez poser vos questions via le question-réponse qui est en bas de votre écran et dialoguer aussi via la discussion. La fin du webinaire est prévue à 19h et sera enregistrée. Sans plus attendre, je laisse la parole au directeur de l'INSA Lyon, le professeur Frédéric Fotiadi. Il n'est pas encore arrivé. Donc, on va l'attendre quelques minutes. Donc, nous sommes quelques-uns panélistes ici à animer cette soirée. Donc, nous avons A-System avec Philippine Chevalier, Carole Lourdel et Hugo Carmes. Nous avons également Miguel Martinez qui vous présentera également son travail en tant qu'éducateur spécialisé et Baptiste Alberti. Donc, je regarde juste si le directeur est arrivé et s'il n'est pas... Bonjour Sonia, je vous prie de bonjour. m'excuser, j'avais un petit problème technique. Eh bien, à vous, monsieur le directeur. Alors, je vous remercie d'abord pour cet accueil et vous prie de m'excuser pour ce très léger petit retard. Je voudrais d'abord vous dire le plaisir que j'ai d'être avec vous à l'instant ce soir pour cet événement. J'aurai l'occasion de redire aussi peut-être plus précisément pourquoi nous sommes aussi ravis d'être tous là aujourd'hui. Mais je voudrais, avant toute chose, vous accueillir officiellement pour cette remise des mentions handicap de l'établissement. Ce qui me réjouit aussi, c'est de pouvoir remercier Joseph Chovanec de sa participation, de sa présence et de l'honneur qu'il nous fait en se joignant à nous ce soir. Je vais me permettre de dire que l'ouvrage qu'il a écrit il y a quelques années, « Je suis à l'Est », premier livre qu'il ait publié en 2012 sur son expérience de vie, m'a personnellement beaucoup marqué. Et ce n'est pas juste une formule d'accueil, ainsi que le film qui lui a été consacré par la télévision publique française, qui m'avait ouvert les yeux, et je dois le dire simplement, permis de me penser comme une personne sans autisme, c'est-à-dire en manque de certains codes pour comprendre d'autres personnes, puisque Joseph Chovanec se définit aussi comme une personne avec autisme. Donc, cet ouvrage et ce film m'ont beaucoup marqué personnellement, et je suis donc absolument ravi aujourd'hui de pouvoir vous accueillir et vous souhaiter la bienvenue à l'INSA Lyon. Joseph Chovanec est diplômé de sciences politiques à Paris, il est docteur en philosophie, il est ce que l'on convient d'appeler un hyperpolyglotte, c'est-à-dire qu'il parle plus de 7 langues, dont des langues relativement rares, comme l'arabe, le persan et l'hébreu, et des langues plus rares encore. C'est également, mais vous le suivez peut-être, un chroniqueur TV radio et un acteur dans une série télé récurrente, conférencier et justement personne avec autisme comme il se définit. Auteur de nombreux ouvrages sur ce sujet. J'évoquais le premier qu'il ait publié en 2012. Il est une personnalité rayonnante, exemplaire, et ce qu'il convient aussi aujourd'hui de qualifier de rôle modèle, je pense, pour mieux comprendre, mieux saisir et permettre aussi d'aborder ces sujets de façon extrêmement positive dans notre société.
Je tiens aussi à remercier nos partenaires, en particulier l'entreprise Assystem qui soutient l'Institut Gaston Berger, Sonia, sa directrice, qui nous accueille aujourd'hui, sur les thématiques du handicap, sur les thématiques également de l'égalité de genre et de l'ouverture sociale, au travers de dotations pour des bourses qui sont donc fléchées par Assystem pour soutenir toutes ces actions. Je souhaite également remercier ce soir nos élèves et les personnels mobilisés d'une façon générale sur la question du handicap et de l'accompagnement à ces questions-là, et en particulier, bien sûr, l'équipe de l'Institut Gaston Berger qui organise cet événement qui nous réunit ce soir. Je voudrais, si vous le permettez, redire que la question du handicap, le handicap en tant que tel, est un enjeu majeur pour un établissement comme le nôtre, qui est très engagé depuis sa création en 1957 par Gaston Berger, dont le nom est mis à l'honneur dans l'Institut qui nous réunit aujourd'hui, et très engagé donc sur les questions de diversité, vous le savez, je crois, toutes et tous. Ces questions-là, dans le cadre particulier qui nous réunit, elles concernent le programme Handicap INSA, qui est un programme qui vise à accompagner les élèves en situation de handicap durant toute leur formation à l'INSA Lyon. L'objectif de ce programme est aussi, bien sûr, d'accroître l'attractivité des études supérieures et scientifiques pour ce qui nous concerne, pour les élèves du secondaire en situation de handicap, c'est-à-dire d'accompagner, au travers d'actions de type cordée de la réussite, des élèves, et l'effet de ces actions en amont sur le vivier qui nous amène éventuellement à recruter les candidats se traduit par des augmentations assez spectaculaires des effectifs, puisque en 2012, l'année où Joseph publiait son ouvrage, il y avait 60 élèves en situation de handicap à l'INSA Lyon. En 2021, ils sont 148 à être accueillis et accompagnés à la réussite dans notre établissement. Il s'agit aussi dans ce programme d'accompagnement de sensibiliser et de former les élèves ingénieurs de l'INSA Lyon aux questions du handicap. Et bien sûr, de porter le schéma directeur de notre établissement en la matière, schéma directeur handicap, qui est validé par notre conseil d'administration et qui l'a été en 2017, donc vous le voyez depuis maintenant plusieurs années. Plus récemment, en 2019, nous avons signé un partenariat inédit dans le monde de l'enseignement supérieur, avec une association qui est elle aussi, comme notre établissement, lyonnaise. Il s'agit d'Handicap International. Handicap International qui est mondialement connu pour son engagement et ses actions. Et l'objectif de ce partenariat inédit avec Handicap International était de mettre l'excellence scientifique de l'INSA Lyon, en tous les cas la performance en matière de recherche de notre établissement et de l'ensemble de nos forces, au service des défis techniques et technologiques qui sont rencontrés par Handicap International dans ses missions humanitaires partout dans le monde. Cela s'est traduit en particulier par la chaire de recherche et d'enseignement intitulée Innovation for Humanity, donc IH, petit jeu de mots sur les initiales, qui vise en particulier à développer des solutions innovantes, des solutions pour la fabrication de prothèses par impression 3D avec des technologies à la fois extraordinairement performantes et frugales, et donc pouvant être déployées partout sur les théâtres d'opération de Handicap International, et puis également sur la détection des mines par drone, c'est-à-dire lutter contre le fléau qui malheureusement touche beaucoup de personnes dans le monde et qui génère ces situations de handicap chez les victimes de ces mines en particulier. Dans ce cadre-là, dans le cadre du partenariat avec Handicap International, nous avons encore plus récemment eu le plaisir d'accueillir la Nuit de l'innovation solidaire. Cette Nuit de l'innovation solidaire s'est tenue par 2 fois déjà, 2 événements en 2020 qui ont mobilisé plus de 500 participants au travers de hackathons solidaires
de schémas d'idéation, de propositions extraordinairement créatives pour adresser des solutions et proposer de nouvelles approches dans le cadre des actions de handicap international. Donc, il s'agissait bien de trouver des solutions concrètes, nouvelles, à des problématiques rencontrées par ACHI sur ces terrains d'intervention, encore une fois, partout dans le monde. On a parlé de nos propres actions, on a parlé de nos partenariats, de notre partenariat avec Handicap International. Je vais revenir plus précisément sur les mentions Handicap INSA que l'on délivre aujourd'hui. Depuis 8 ans, l'Institut Gaston Berger accompagne en particulier Handisgood, une association étudiante de l'INSA Lyon qui œuvre pour la sensibilisation à l'inclusion des personnes en situation de handicap au sein de notre institution, mais ailleurs plus largement dans la société. Chaque année, Handisgood organise des manifestations destinées à l'ensemble de la communauté INSA sur ces questions de handicap et pour réfléchir, pour partager, pour diffuser justement cette culture de l'accueil des personnes en situation de handicap et de l'intégration du vivre ensemble avec les personnes en situation de handicap. L'an dernier, l'INSA Lyon a accueilli l'Assemblée générale annuelle de la FEDE, la Fédération nationale qui vise à conforter le parcours de formation et l'insertion professionnelle des jeunes en situation de handicap, en lien précisément avec Handisgood. Cette année encore, les événements de sensibilisation, vous pouvez l'imaginer, n'ont pas pu être organisés de façon présentielle en raison de la crise Covid. Mais néanmoins, des élèves ont pu suivre une formation aux enjeux du handicap et, comme je l'évoquais, participer aussi au hackathon dans le cadre des sessions en ligne organisées avec notre partenariat avec Handicap International. Et nous avons donc, pour en venir au sujet qui nous réunit aujourd'hui, l'honneur et le plaisir de remettre ce soir à ces élèves la mention Handicap INSA. Cette mention, elle est reconnue par nos partenaires, par nos entreprises partenaires, et elle atteste d'une bonne connaissance des représentations que nous avons du handicap, des politiques publiques, des politiques déployées dans le cadre des entreprises en matière de handicap, des bonnes, et on devrait dire des meilleures pratiques en termes de recrutement, en termes d'intégration, et pour le management et le maintien dans l'emploi des salariés en situation de handicap, soit au moment de leur recrutement, encore une fois, soit au cours de leur carrière. Aujourd'hui, nous constatons que l'ensemble de ces actions, l'ensemble de ces connaissances et ce qui est aujourd'hui reconnu par cette mention Handicap INSA constitue incontestablement un atout pour faire avancer cette question au sein des entreprises et au sein des entreprises que rejoindront demain, prochainement, nos lauréats de ce soir dans le cadre de leur insertion et de leur propre carrière professionnelle. Nous sommes convaincus que les ingénieurs diplômés INSA ont, en cette matière, comme sur tous les sujets d'intégration de diversité, un rôle particulier à jouer au sein des entreprises, auprès des acteurs économiques et donc auprès de la société de façon générale. Je vous remercie donc pour votre attention et je passe tout de suite la parole à Sonia Bécher pour la suite de cet événement. Merci à toutes et tous. Merci beaucoup, Monsieur le Directeur, pour ce très beau discours d'introduction. En effet, vous venez de mettre en lumière qu'en matière de handicap, nos actions s'appuient sur l'engagement de toutes et tous et que le schéma directeur de l'établissement est une opportunité de faire de la question du handicap une thématique transversale sur plusieurs axes. Accompagnement des élèves et des personnels, formation et recherche dans le domaine du handicap, action d'incitation à la poursuite d'études, de sensibilisation et développement de partenariats. Donc, l'Institut Gaston Berger abrite la cellule handicap, pilotée par Eliane Roupi, qui accompagne les élèves, assistée de Laurine Pinson et côté sensibilisation par Anna Leur. Je les remercie vraiment toutes trois pour la qualité de leur travail et leur investissement.
Faire évoluer le regard et les représentations de chacune et de chacun est en effet indispensable pour faciliter l'accueil des étudiants et des personnels en situation de handicap et pour permettre à nos élèves et ingénieurs d'appréhender les questions d'inclusion, de diversité auxquelles ils seront confrontés dans le cadre de leurs futures responsabilités professionnelles. Les mentions handicap et cette soirée s'inscrivent bien dans cette volonté de sensibiliser. Et maintenant, je vais laisser la parole à Baptiste Alberti, trésorier de l'association Andy's Good, qui va présenter son association et le cadre dans lequel s'inscrit cette remise des mentions. Baptiste, c'est à toi. Alors, bonjour à tous. Merci à Sonia pour cette introduction. Effectivement, je vais vous présenter notre association, l'association Andy's Good. C'est une fière association de l'INSA qui est fondée depuis maintenant 17 ans. Notre objectif, il est assez simple, c'est de permettre aux étudiants et personnels d'en apprendre plus sur les différentes situations de handicap, et cela avec des activités très ludiques. Donc, comment est-ce qu'on fait ça? On essaye d'organiser des semaines de sensibilisation. Donc, pendant ces semaines, en fait, on va proposer différentes activités variées sur le temps du midi et ou du soir. Je ne vais pas tout vous lister ici, mais en fait, on a pour habitude de proposer, par exemple, des dîners dans le noir, où vous pourrez déguster un bon repas préparé par une autre association de l'INSA, tout en réalisant de petits jeux et le tout avec les yeux bandés pendant la durée du repas. Pour les futurs ingénieurs, fans de design et d'architecture, on a mis au point une fantastique activité avec des Lego, où vous devrez par équipe reproduire une structure. Donc, on entend souvent que ah ouais, mais c'est super simple, il n'y a rien de compliqué à faire cela. Eh bien, en fait, attendez qu'on vous lie les mains, qu'on vous bande les yeux ou qu'on vous installe dans un fauteuil roulant et on verra ensuite si c'est si simple que ça. Enfin, pour terminer, il y a 3 ans, nous avons construit de A à Z un escape game totalement maison qui plaît toujours autant et dont toutes les énigmes sont basées sur un type de handicap différent. Donc, le tout a été financé grâce à l'entreprise partenaire de l'Institut Gaston Berger, Assystem, que nous remercions encore aujourd'hui. Car oui, nous ne sommes pas tout seuls dans cette grande aventure. Nous travaillons en collaboration donc, avec l'IGB, ainsi que les entreprises partenaires de la Fondation INSA, mais également avec la ville de Villeurbanne qui nous propose de promouvoir la sensibilisation au sein de la ville. Et donc, comme l'a précisé Monsieur le Directeur, depuis 2 ans, nous avons également noué des liens avec Handicap International, ce qui nous permet de travailler sur des projets communs encore plus ambitieux. Enfin, le cabinet de Tom Pouce Consultant, qui accompagne les entreprises à mener leur politique d'emploi de travailleurs handicapés, nous propose des formations sur le thème du handi management durant toute l'année, afin de vous donner les clés pour aider à l'intégration et le maintien d'une personne en situation de handicap dans votre future entreprise. Donc, tous ces partenariats dans le but de sensibiliser le plus d'élèves INSA possible. Et c'est grâce à la mention handicap INSA que cette sensibilisation est certifiée. Donc, d'habitude, elle s'obtient après avoir réalisé un certain nombre d'heures, un certain nombre d'activités, qu'on propose durant nos semaines de sensibilisation. Mais dans le contexte un peu spécial de la Covid-19, cette année, les mentions ont effectivement été attribuées aux étudiants qui avaient suivi les formations au handi management. Donc, comme l'a évoqué Monsieur le Directeur, elle démontre aux entreprises que vous avez des connaissances sur la thématique du handicap et du handi management. Et bien sûr, cela représente un véritable plus à mettre en avant sur votre CV. Donc, pour finir, que vous soyez étudiant, personnel INSA ou collaborateur dans une entreprise, si vous voulez en apprendre plus sur le thème du handicap, soutenir la création de nouveaux ateliers ou vous investir et collaborer avec une association INSA, Andy's Good n'attend plus de vous. Merci. Merci Baptiste. Je vais maintenant passer la parole donc à Carole Lourdel, Philippine Chevalier et Hugo Carmes de l'entreprise Assystem, entreprise qui soutient l'INSA Lyon depuis 10 ans dans le cadre du mécénat, et plus particulièrement donc sur notre thématique du jour. Ce partenariat est permis grâce à la Fondation INSA Lyon. La collaboration entre un établissement d'enseignement supérieur et des entreprises est essentielle pour développer nos actions et penser globalement les enjeux du handicap. La formation et l'insertion professionnelle sont un vecteur d'inclusion fondamental. Carole, c'est à vous. Merci Sonia. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à la remise des mentions. Donc, on va commencer par vous présenter un petit peu le groupe Assystem pour celles et ceux qui ne connaissent pas. Du coup, si on peut passer à la slide suivante, s'il vous plaît. Merci. Donc, Assystem est un groupe international d'ingénierie et de conseil en innovation.
donc qui accompagne tout simplement ses clients dans la conception, la supervision et la mise en service de leurs infrastructures industrielles dans différents secteurs d'activité. Donc, nous sommes notamment présents dans le nucléaire, qui est le secteur phare aujourd'hui du groupe, mais aussi les énergies renouvelables, les sciences de la vie, les transports, bâtiments et infrastructures, et enfin un petit peu de défense. Donc, nous avons 6 000 employés qui sont répartis dans 17 pays, à savoir en Europe, au Moyen-Orient, en Asie et au Pacifique. Et aujourd'hui, Assystem a fêté il y a peu ses 50 ans. Donc, c'est un groupe de grande ampleur. Donc, comme nous l'indiquions, tant pour moi, juste avant, Assystem est partenaire et mécène historique de l'INSA Lyon. Donc, nous avons pour habitude de s'impliquer auprès des différents départements tels que génie mécanique, génie électrique, génie bio ou encore génie civil à venir. Alors, si on peut juste passer à la salle suivante, autant pour moi. Merci. Donc, nous menons différentes actions. Alors, des actions telles que participer au forum école ou encore mener des conférences techniques, participer à des tables rondes, faire des ateliers RH pour accompagner notamment sur la correction de CV ou encore accompagner dans le cadre d'entretiens blancs. Voilà, donc là, c'est toute la partie école. D'un autre côté, Assystem est un groupe aujourd'hui qui est très engagé dans la diversité et ce, depuis très longtemps. Et il faisait sens pour nous d'accompagner également l'Institut Gaston Berger ainsi que l'école dans les différentes actions à mener. Donc, alors quand on dit l'école, donc les associations Andy's Good et les sans-culottes. Donc, au travers notamment de l'achat mixité, où nous avons eu l'occasion de mener différentes tables rondes et conférences. Nous avons également mis en place un mentorat entre femmes ingénieures et étudiantes pour les accompagner dans leur choix de carrière. Et concernant la thématique handicap, alors là, on a fait un petit retour sur la slide concernant les actions en 2020 et 2021. Donc, la seule action, malheureusement, pour 2020, c'est la sensibilisation en cours de LSF. Mais il faut savoir qu'on s'investit depuis 10 ans auprès de l'INSA dans cette thématique. Et nous avons financé notamment les cours de LSF. Nous avons participé également au financement de 10 fauteuils basket. Et nous avons pour habitude en fait de participer aux semaines de sensibilisation, aux différents événements. Voilà. Donc, c'est tout plein d'actions aujourd'hui dans lesquelles nous espérons continuer à nous investir pour les années à venir, car ça nous porte vraiment à cœur d'être présents à la fois du côté école, près des étudiants, mais aussi du côté Institut Gaston Berger. Et nous vous remercions vraiment pour votre confiance dans toutes ces actions. Et du coup, je vais laisser la parole à Philippine et Hugo qui vont vous présenter plus en détail la mission handicap chez Assystem. Merci Carole. Effectivement, donc pour être un peu plus du coup focus sur le sujet en tout cas qui nous anime aujourd'hui, la mission handicap, c'est concrètement, j'imagine que vous le savez tous, mais vraiment l'équivalent de la cellule que dirige Eliane dans votre école. Assystem a créé sa mission handicap en 2007. Nous étions la première société d'ingénierie à en créer une. Donc, on avait vraiment cette posture de pionnier. Et ça ne veut pas dire qu'on ne faisait rien avant cette date phare, mais quand même, ça vous montre un engagement vraiment de longue date, une conviction inscrite vraiment dans notre philosophie. Et aujourd'hui, en 2021, nous sommes couverts par notre 3e accord handicap qui nous permet du coup de faire de très belles choses. Et je vous ai mis de façon non exhaustive, en tout cas, 3 piliers phares qui animent notre quotidien avec Hugo. Vous l'avez compris, notre mission et notre ambition, c'est de maintenir dans l'emploi les personnes qui auraient des besoins spécifiques qu'on appelle en situation de handicap. Et vous le savez, le handicap, ce n'est pas toujours quelque chose de lourd, de grave, etc. Donc, maintenir dans l'emploi, ça nécessite en tout cas d'accompagner l'individu en lui-même sur sa situation, son besoin, et de répondre de façon vraiment unique à chaque fois. Donc, ça passe par des aménagements très spécifiques, mais ça passe aussi par offrir l'opportunité à ces personnes-là de ne pas prendre des congés pour aller à un rendez-vous médical parce qu'elles ont besoin de congés comme tout le monde, et plein d'autres, en tout cas, mesures facilitatrices qui viennent compléter finalement cet accompagnement. Informer et sensibiliser, c'est aussi la même mission que Andy's Good, et on se rejoint vraiment sur ça. C'est absolument essentiel parce que si vous voulez que les personnes soient maintenues dans l'emploi au-delà de l'aménagement, il faut assurer que finalement l'ensemble de l'environnement et du collectif de travail est à même d'accueillir et d'inclure tout le monde. Par ailleurs, on a aussi beaucoup de personnes qui sont potentiellement concernées et qui ne le savent pas. Donc, informer, sensibiliser, parler de ce qu'est la
la situation de handicap, la RQTH, etc., c'est absolument essentiel. Et enfin, bien sûr, recruter des nouveaux talents, c'est bien sûr l'essentiel aussi de notre activité, puisqu'il est important de montrer que nous sommes en capacité aussi d'accueillir finalement toutes les différences, tous les besoins. Et je dis bien sûr, je fais exprès de ne pas en tout cas mentionner le mot de handicap parce que c'est vraiment notre démarche en fait de diversité et d'inclusion au sens large. Seules les compétences comptent quand vous intégrez notre groupe et selon vos besoins, on va alors tenter d'y répondre. Si on peut passer à la slide d'après, du coup, très rapidement, le but aujourd'hui est de pouvoir vous partager un exemple très concret que va vous partager Hugo, mais je voulais simplement partager deux choses. Baptiste, vous l'avez dit tout à l'heure, vous êtes aussi les managers de demain, vous allez intégrer des écoles, des entreprises, pardon, et donc, tous les messages qu'on vous partage aujourd'hui, vous devez les appliquer à vous-même, mais aussi à votre environnement. Et pourquoi? Parce que l'inclusion, ça commence vraiment par vous, par nous, par tout le monde. Et on est tous, de façon plus ou moins directe ou indirecte, ou en tout cas dans notre vie, on sera tous amenés à être confrontés à cette situation. Donc, on a vraiment besoin de votre mobilisation. Et Baptiste le disait à juste titre, c'est aussi quelque chose que vous pouvez vraiment valoriser demain dans le monde de l'entreprise, puisqu'on est vraiment en recherche de ce qu'on appelle les managers inclusifs. C'est vraiment un mot peut-être un peu galvaudé, mais qui a quand même du sens. Donc n'hésitez pas à parler de cela. Et enfin, j'insiste aussi sur le fait que connaître le handicap, ce n'est pas simplement se dire « je suis concerné, je vais pouvoir bénéficier par exemple de l'aide d'une entreprise », mais c'est aussi se dire, et notamment pour vous, ingénieurs, comment je peux contribuer à plus d'inclusion. Je vous dis ça parce qu'aujourd'hui, les solutions d'aménagement et les solutions tout simplement de compensation du handicap, elles naissent de la technologie, elles naissent du numérique, elles naissent de l'innovation. Et donc là, je fais vraiment la boucle est bouclée avec ce que disait Monsieur Fotiadou sur l'Innovation Lab ou Factory, je n'ai plus le nom de la cellule que vous avez créée, mais surtout, engagez-vous, cherchez à mettre en application finalement vos compétences sur ces sujets-là et on ira très loin parce que ça va très vite en tout cas. Voilà, je laisse la parole du coup à Hugo sur l'exemple. Merci Philippine. Simplement, si on pouvait juste revenir une petite seconde voilà, sur la slide précédente, merci. On voulait vous faire un petit focus d'un cas qui peut vous parler, puisqu'il s'agit d'un étudiant de l'INSA Lyon. Monsieur le directeur de l'INSA, tout à l'heure, évoquait 148 étudiants qui étaient connus en situation de handicap. Un de ces étudiants de l'INSA Lyon est donc chez nous, à notre agence de Lyon. Cet étudiant étudie donc en génie électrique et est sourd. Voilà. Donc, c'était pour vous faire un focus sur rapidement, sans rentrer forcément dans les détails, mais pour que vous ayez un aperçu des solutions qu'on peut proposer. Bien évidemment, ce n'est pas du tout exhaustif et chaque collaborateur, chaque étudiant, chaque handicap a sa particularité. Mais concernant cet étudiant de l'INSA, on l'a accompagné, on l'a intégré donc, pour 3 ans chez nous. Donc, il y est encore jusqu'en 2022 et on espère encore pour de nombreuses années. Donc, les solutions qu'on lui a apportées sont celles que vous voyez à l'écran. Par exemple, lors de son intégration, on lui a proposé à lui et à ses équipes de sensibiliser l'ensemble de l'équipe et des managers au b.a.-ba de la langue des signes et à comment communiquer et travailler avec un collaborateur sourd. On fait appel au cabinet Execo très régulièrement pour les réunions ou différents points. Donc, cabinet Execo, qui est un cabinet de traduction en langue des signes. On lui a également proposé la solution Helios, qui est une solution qui lui permet d'appeler en toute autonomie, de passer des coups de téléphone en toute autonomie. Donc, il y a une personne derrière l'écran qui fait l'interface et qui traduit en langue des signes en temps réel. Voilà. Et également, donc, la langue des signes est sa langue maternelle. Donc, le français n'est pas sa première langue. Donc, on l'accompagne également tout au long de l'année à le former sur l'écrit en français. Voilà. C'était pour vous faire un rapide focus sur les solutions que l'on pouvait proposer à cet étudiant. Et bien évidemment, voilà, on s'améliore au fur et à mesure, on adapte les solutions au fur du temps, et elles évoluent voilà, toute l'année. Et donc, sans plus attendre, nous allons passer donc, à la remise des mentions handicap INSA. Donc déjà, on tenait à remercier au nom d'Assystem l'INSA Lyon, bien évidemment, l'Institut Gaston Berger et bien évidemment l'association Andisgood. Voilà, merci à tous de pouvoir mettre en place ces actions de sensibilisation. On est vraiment fiers d'être partenaires de ces mentions.
Donc, comme l'évoquaient Philippine et Sonia et monsieur le directeur également, c'est vraiment important que vous, en tant que futurs ingénieurs et peut-être futurs managers de demain, soyez sensibilisés à ces sujets, ou en tout cas que voilà, vous ayez certaines appétences, certaines connaissances sur ce sujet. C'est par ce type d'action et de sensibilisation qu'on essaye de faire changer, bon, en tout cas la société en général, mais voilà, enfin, de faire changer le milieu professionnel, pardon. Donc, encore une fois, merci à tous pour votre engagement. Merci à tous. Et donc, nous allons nommer, donc, voilà, on voit les noms qui s'affichent. Bravo à tous, bravo à Laura, bravo à Pauline, à Sophie, bravo à Noélie, bravo à Jeanne, Charlotte, bravo à Charlotte également, bravo à Julie, bravo à Yuen, bravo à Bertie, bravo à Stéphanie, bravo à Axel, bravo à Héloïse, bravo Thibaut, félicitations Vincent, Mehdi, Ala, Lucie, Esteban, excusez-moi, avec un message, je ne vois plus les noms, Ibtissam, pardon, Sean et une dernière personne, voilà, Camille et Aurélia. Bravo à tous et encore une fois, félicitations au nom d'Assystem. Nous sommes vraiment fiers et ravis d'être partenaires de ces mentions. Félicitations à tous et toutes. Félicitations. On ne peut pas applaudir à 80, mais ça fait avec plaisir. On peut quand même. Merci beaucoup pour cette présentation et en effet, toutes mes félicitations également aux lauréats. Maintenant, nous allons accueillir Miguel Martinez, éducateur spécialisé et chargé de mission au Centre de ressources autisme de région Rhône-Alpes, qui va vous présenter les troubles du spectre autistique et qui introduira notre invité d'honneur, Joseph Chovanec. Monsieur Martinez, c'est à vous. On a un petit souci de son. Oui, on ne vous entend pas. Je ne sais pas pourquoi, Monsieur Martinez, on ne vous entend pas. Peut-être, je ne sais pas. Vous reconnectez, je ne sais pas. Ouais. Qu'il est désactivé sur le clavier. Ouais. Ou activer, oui, sur votre clavier, le micro peut-être. De l'ordinateur, oui. Ça doit être... En plus, ça marchait tout à l'heure, donc c'est frustrant. C'est les aléas de ce genre de webinaire. F4 peut-être, pour appuyer sur... Ou se déconnecter et se reconnecter. Bon. On va voir, est-ce qu'il est... Je vais essayer de meubler en attendant, mais... Est-ce que du coup, les participants ont peut-être des questions dans le chat à nous On peut poser? peut-être commencer à répondre à une question. Si vous en avez une urgente. Est-ce que vous m'entendez cette fois-ci? Parfait, magnifique. Voilà, je suis désolé, je ne sais pas ce qui s'est passé. C'est l'informatique. Parfois, je suis à l'hôpital et parfois, c'est le pare-feu de l'hôpital qui pose un peu des problèmes avec Zoom. Donc, je disais merci à Sonia Béchet de m'avoir associé à cet événement, ce bel événement. Et c'est l'occasion pour moi de sensibiliser quelques-uns d'entre vous, si besoin, à l'autisme. Ça fait partie des missions du CRA, où je travaille, Centre de ressources autisme Rhône-Alpes, où j'ai une formation d'éducateur spécialisé et je suis chargé de mission au Centre de ressources autisme Rhône-Alpes. C'est un service public, il y a un CRA dans chaque région de France et si besoin, si vous avez besoin d'informations plus précises, n'hésitez pas à nous solliciter via le site du CRA, vous aurez toutes les informations nécessaires. Alors, pour vous parler d'autisme, il convient de parler de troubles du spectre de l'autisme parce que ce spectre est large et réunit des personnes très différentes avec des parcours très différents. Je ne vais pas être long, rassurez-vous. Je vais laisser toute la place à Joseph à Joseph Chovanec parce que c'est la partie intéressante. Mais quand même, je tiens à vous sensibiliser un petit peu sur les questions de l'autisme. Donc, ce spectre est très large et rassemble des personnes très différentes qui ont des parcours très différents. Certaines de ces personnes auront peu d'autonomie, auront besoin d'un accompagnement et d'un accompagnement conséquent
pour certaines, d'autres auront une grande autonomie. Ce qui rassemble par le diagnostic les personnes qui ont un TSA, c'est leur difficulté dans la communication sociale. Et difficulté de communication sociale, ça ne veut pas dire avoir du vocabulaire, puisque c'est le cas de nombreuses personnes qui ont un TSA. Elles ont un excellent niveau de vocabulaire. Certaines parlent plusieurs langues, même, hein, certaines présentes ici, ça a été dit tout à l'heure. Malgré tout, la communication sociale, c'est aussi s'adapter à des contextes, s'adapter à des situations. Et nous n'imaginons pas, je crois, au bout de quelques années d'expérience, ça fait pas mal de temps, que j'ai la chance d'accompagner des personnes autistes ou de côtoyer des personnes avec autisme, avec TSA. Et j'en viens à la conclusion que nous, personnes non autistes, nous n'aurons jamais, jamais vraiment conscience de la difficulté que ça représente, cette communication sociale. Donc, c'est important de le savoir et c'est important d'écouter et d'écouter des personnes avec autisme. Moi, j'ai envie de dire, je ne suis que professionnel. Donc ça, c'est un des critères. La communication sociale, c'est l'un des critères pour définir le TSA, pour définir l'autisme. Un autre critère, qui est plutôt un critère positif dans beaucoup de situations, ce sont des personnes qui vont développer des intérêts particuliers. Et ça, c'est plutôt intéressant parce qu'elles vont développer des choses très pointues et elles vont nous apprendre beaucoup, beaucoup de choses. Certains vont faire leur métier, ils vont être chercheurs, aller dans des domaines précis. Donc ça, c'est plutôt un atout selon moi. Autre chose qui peut apparaître aussi dans ce diagnostic, et qui caractérise la différence de fonctionnement. Moi, je préfère parler de différence que de handicap d'ailleurs, parce que le handicap, je crois qu'on est tous concernés par le handicap, plus ou moins. Dans cette différence, eh bien, il y a une manière peut-être particulière de percevoir les choses. Et on va écouter Joseph tout à l'heure, Joseph Chovanec, et on va voir son regard qui est particulier et qui est tellement intéressant, hein, quel que soit le sujet. Une différence aussi concernant tous les aspects de perception de stimuli sensoriels. C'est une gêne pour beaucoup de personnes avec autisme. C'est une gêne, certains sons, certaines fréquences de bruit, le toucher, enfin tout ce qui a trait au sens peut être une gêne, peut être très parasitant dans la vie quotidienne. Et là aussi, nous, personnes non autistes, je crois que nous n'imaginons pas à quel point ça peut être compliqué pour une personne avec TSA d'avoir sans cesse ces stimuli sensoriels. Donc voilà, en quelques phrases, ce que je voulais vous dire. Et maintenant, j'ai le plaisir vraiment, donc si vous voulez plus de précision, n'hésitez pas à nous solliciter au CRA. Et maintenant, j'ai le plaisir de présenter Joseph. Ça a été fait tout à l'heure. C'est assez simple de présenter Joseph parce qu'on peut prendre des tas de facettes intéressantes. On a le choix. On n'aura pas assez de temps pour faire une présentation exhaustive, mais ce que je peux dire de Joseph Chovanec, que j'ai la chance de connaître depuis quelques années, c'est que c'est un humaniste, c'est une belle personne quand on a la chance de le côtoyer, pas assez souvent à mon goût. C'est un voyageur, c'est un globe-trotter, c'est un écrivain, alors un philosophe, et qui a un regard sur la vie et en ce moment sur des événements en particulier, toujours clairvoyant, toujours bienveillant. Et voilà, donc ce que j'ai envie de dire sur Joseph Chovanec, et je vous souhaite un bon moment passé avec lui, comme à chaque fois en tout cas pour ce qui me concerne. Bonsoir à tous.
Pardonnez. Donc, Joseph, si tu veux y aller. Merci, merci Miguel Martinez-Désir. Je pensais que Madame Bécher allait dire un mot. C'est pour cela que je ne disais rien. Excusez-moi. En tout cas, bonsoir à tout le monde. Permettez-moi de vous dire ma joie de pouvoir partager ce temps avec vous. Et merci beaucoup d'avoir bien voulu m'inviter. Et c'est une joie tout particulière que de revoir certains amis, parmi lesquels Miguel, entre autres. Alors, je vous propose un voyage qui nous mènera loin dans le temps. C'est une aventure qui est aussi vieille que l'humanité. Si vous avez lu un livre que je vous recommande très vivement, le livre Sapiens de Yuval Noah Harari, vous avez sans doute vu dans les premières pages de ce livre une question d'une profondeur abyssale. La question est la suivante. Et si aujourd'hui, il y avait encore ces différentes espèces humaines qui coexistaient il y a plusieurs dizaines de milliers d'années? Vous l'avez compris, le savant est un préhistorien. L'auteur du livre se place dans une perspective très longue. Il y a des dizaines de milliers d'années, l'être humain était beaucoup plus pluriel qu'aujourd'hui. Quelles seraient les conséquences si cette pluralité radicale existait encore aujourd'hui? Et d'une certaine façon, j'aurais envie de répondre, j'aurais envie de crier à l'auteur du livre. Cette diversité, elle existe toujours. L'être humain de nos jours n'est pas homogénéisé. Et heureusement que nous ne sommes pas des clones l'un de l'autre. Cette pluralité, cette diversité radicale dont parlait Yuval Noah Harari, elle existe toujours. Et d'une certaine façon, je vous propose une rapide balade à travers les siècles, et même j'oserais dire à travers les millénaires, parce que notre histoire commence il y a très, très, très longtemps, quelque part dans des grottes préhistoriques. Parce qu'en effet, est-ce que vous vous êtes posé la question de ce à quoi pouvait ressembler la vie d'une personne handicapée en général, ou peut-être personne autiste pour être plus précis, au temps de la préhistoire? Alors, on pourrait s'imaginer, parfois on a ce genre de représentation en tête, on pourrait s'imaginer qu'à l'époque préhistorique régnait la barbarie et que les gens différents étaient tout simplement tués. En fait, ce n'est pas vrai. Les préhistoriens et autres archéologues, en fouillant les tombes préhistoriques, ont remarqué qu'il y avait parfois des squelettes de personnes ayant des handicaps, et parfois des handicaps particulièrement lourds. Et on peut remarquer que ces personnes-là ont vécu après, par exemple, leur accident, ce qui montre de façon scientifique qu'il y avait du temps de la préhistoire quelqu'un pour, par exemple, leur apporter à manger. Et ce type de réflexion, à ma connaissance, il est surtout porté par un livre dont je vous propose de regarder la couverture. Il est disponible gratuitement sur Internet, donc c'est pour cela que je me permets cette petite publicité. L'ouvrage s'appelle The Prehistory of Autism, mais qui en vérité aborde bien plus que l'autisme, tout simplement. L'auteur essaye de retrouver des rôles qui ont pu être ceux de personnes différentes à des périodes, dirions-nous, reculées de l'histoire, ou plutôt de la préhistoire. Alors, ces rôles-là, eh bien, il y en a un qui pourrait nous intéresser tout particulièrement. C'est celui de dessinateur des grottes. Est-ce que vous vous êtes déjà demandé qui était capable de faire ces magnifiques dessins, peintures dans des grottes? Des dessins d'un réalisme absolument stupéfiant. Regardez le tracé des oreilles des animaux, par exemple, ce qui s'affiche à l'écran, mais surtout une mémoire des détails, parce qu'il va de soi que vous ne pouviez pas faire entrer un mammouth, un bison ou je ne sais quel fauve dans les étroits couloirs d'une grotte. Donc, c'est un profil qui fait appel à une maîtrise parfaite des détails, sans doute à une longue pratique du dessin et à quelqu'un qui préfère passer sa vie dans des couloirs ou boyaux obscurs de grottes plutôt que de chasser en plein air. Ce profil-là évoque furieusement celui de l'autisme.
L'auteur du livre le développe de façon bien plus savante que je ne viens de le faire. Simplement pour dire qu'aujourd'hui encore, quand vous vous intéressez aux travaux, aux dessins, aux œuvres des personnes autistes, y compris des plus jeunes, vous retrouverez beaucoup de similarités avec, par exemple, ces peintures rupestres. Et j'ai en particulier en tête ce souvenir qui ne me quittera sans doute jamais. Lorsque j'ai eu la chance, il y a à peu près 2 ans, de fréquenter une école à Yaoundé, donc la capitale du Cameroun, et il y avait un tout petit enfant autiste, haut comme 3 pommes, Adriel de son prénom. Et donc cet enfant-là criait d'une voix perçante parce que l'environnement sonore, l'environnement général n'était pas du tout approprié. La maman nous a donné une astuce géniale, c'est que le petit est un passionné de dessin. Il suffit de lui donner une feuille, des crayons de couleur pour que le miracle advienne. Donc non seulement les cris cessent, mais surtout des animaux apparaissent sur sa feuille. Des animaux d'Afrique, un peu avec les mêmes détails que les animaux que vous voyez présentement à l'écran. Venant d'un enfant haut comme 3 pommes, que n'importe quel prétendu spécialiste aurait jugé inapte à tout, cela a de quoi vous marquer. Donc, ce genre de rencontre, on les chérit, on les maintient avec soi dans sa mémoire, et c'est petit à petit, par les pérégrinations dans l'univers du handicap, que l'on découvre d'autres dimensions de notre commune humanité. Mais après ces périodes lointaines de la préhistoire, qu'en était-il par exemple au Moyen-Âge? Est-ce que vous vous êtes demandé à quoi pouvait ressembler la vie d'une personne différente, d'une personne par exemple handicapée au Moyen-Âge? Alors, je crois que pour cela, on peut lire ou relire ces innombrables récits qui nous viennent du Moyen-Âge. Par exemple, les vies des saints. Je vous épargnerai les détails ce soir, mais je pourrais en parler pendant des heures. Je suis convaincu que beaucoup d'histoires pieuses ou liées à la vie de je ne sais quel saint sont en fait des histoires liées à l'autisme. Vous en voulez un petit exemple? En voici. Vous connaissez sans doute la petite ville ou village de Rocamadour en France. Rocamadour, si vous y avez mis les pieds, ce que je vous suggère vivement, est bâti sur le roc. Pourquoi diantre avoir construit une petite ville sur un roc, sur un pitot rocheux? Quelle drôle d'idée! Et en vérité, il y a une histoire, peut-être une histoire d'autisme derrière. Au Moyen-Âge, il y avait un solitaire qui vivait par là. On ne savait trop ni qui il était, ni pourquoi il était là. En tout cas, un jour, dans sa grotte, dans le roc, il est mort. Alors, les gens, comme ils ne le connaissaient pas, ils lui ont attribué un surnom. Ils l'ont appelé l'amoureux du roc, Roc Amador, d'où le nom de Rocamadour aujourd'hui. Le Moyen-Âge aidant, c'est devenu tout de suite un lieu de récits, de légendes, de mythes et de pèlerinage. Oui, ça s'appelle le folklore du Moyen-Âge. Néanmoins, le constat que j'en tire à titre personnel, c'est que dans les sociétés anciennes, il y avait des rôles, il y avait des places pour les personnes différentes. Voyez? Est-ce que nous, fiers occidentaux, comme le dirait l'autre, habitants de l'extrême occident, est-ce que nous avons toujours ces rôles, ces possibilités ouvertes pour des personnes différentes? Voyez? Il y a encore peu, en Europe, toutes sortes de devenirs possibles pour des gens différents. Quand vous étiez une personne qu'aujourd'hui on aurait dite autiste non-verbal, donc qui ne parle pas, cette personne, il y a encore un siècle, pouvait sans la moindre difficulté devenir bergère, pouvait travailler comme garçon de ferme. Des études récentes ont d'ailleurs montré que les garçons de ferme de l'ancien temps étaient très souvent des personnes ayant des profils que de nos jours on labelliserait comme étant autistiques. Voyez, on pourrait Excusez-moi, Monsieur Chovanec, oui. juste dans le chat, on nous remonte, il y a un problème de partage de l'écran, on ne voit pas vos slides, on était bloqué sur le premier. Je suis désolée de vous couper, c'est parce que effectivement tout le monde voulait voir notamment la belle ville de Rocamadour qu'on voyait sur la slide de 3 en tout petit.
Ah, d'accord. Excusez. Merci de me le faire remarquer. Alors peut-être si je mets juste le partage comme ça, est-ce que vous le voyez, Oui, Rocamadour? là, on voit. Essayez de passer Oui. une slide juste pour voir si ça... si ça... Si je passe une autre slide, Voilà, c'est bon, ça marche. d'accord. Donc je ne vais pas mettre en plein écran pour être Très sûr. bien. Excusez-moi de vous avoir Non, non, coupé. non, merci d'avoir dit. Ceci étant, je pense et j'espère que les gens devraient connaître Rocamadour. En tout cas, c'est un lieu à visiter peut-être l'été prochain si vous ne le connaissez pas. Bon, c'était une petite suggestion. Je ne suis pas sponsorisé par l'Office du tourisme local. Voilà. En tout cas, vous voyez, il y avait des options ouvertes aux personnes différentes. Et peut-être que nous devrions veiller à maintenir ces possibilités ouvertes. Je pense aussi au métier, par exemple, de marin. Il n'y a pas si longtemps que cela, les jeunes hommes bizarres dans certains pays en Angleterre, eh bien, tout simplement, se retrouvaient un beau soir sur un bateau en partance pour le lointain. C'était des voyages dangereux, c'était des voyages extrêmement difficiles de par la vie à bord, mais c'était quand même des possibilités pour un certain nombre de gens étranges. Et ces personnes-là, souvent, eh bien, on les laissait dans les escales lointaines à Tahiti, etc. Et d'une certaine façon, donc, ce sont les personnes les plus marginales qui ont pu voyager le plus, du moins il y a quelques décennies. Mais il y avait, et c'est peut-être le plus intéressant pour vous, il y avait une autre possibilité pour les personnes différentes. Les gens bizarres, eh bien, ont constitué au Moyen-Âge un club. Le club, ils ne l'ont évidemment pas appelé comme cela, ils n'ont pas utilisé le terme anglais de safe space, ils ont utilisé un terme latin, ils ont utilisé le terme de universitas. Cela mérite peut-être une précision. Pendant les âges sombres du Moyen-Âge, notamment le Haut Moyen-Âge, il y eut des décennies véritablement calamiteuses, par exemple en Europe. Il y eut des temps, pour exagérer à peine, le danger commençait à quelques dizaines de mètres de votre porte et il y avait un très fort risque que votre crâne soit fracassé si jamais vous vous aventuriez, ne fût-ce que dans la petite forêt en face de chez vous. C'était des temps où l'être humain devait aspirer à développer les muscles les plus puissants possibles pour pouvoir fracasser le crâne de l'autre avant que l'autre ne fracasse le sien. Et c'est dans cette période-là que très curieusement, une petite poignée de gens ne s'intéressaient pas aux muscles à développer, ne s'intéressaient pas aux armes les plus affûtées, mais s'intéressaient à des choses bizarres, comme par exemple une figure désormais oubliée, Isidore de Séville, qui était passionné, collectionneur passionné de livres. C'était encore avant l'arrivée de la conquête musulmane de ce qui allait devenir l'Espagne. Ou surtout en Angleterre, ce qui allait devenir l'Angleterre Bède le Vénérable. Le peu que l'on connaisse de l'histoire ancienne de l'Angleterre, nous le devons à Bède le Vénérable. Ce sont des personnages extrêmement effacés qui ne se mettaient nullement en valeur. Leur profil était tout à fait l'opposé de ce que de nos jours on appellerait des réseaux sociaux qui sont fondés sur le narcissisme personnel, à savoir de se mettre en valeur, soit dans les aspects les plus, j'allais dire, bas ou en tout cas arbitraires de la vie quotidienne. Non, ici, ce sont des personnes qui consacraient leur vie à une forme d'érudition dans ce qu'elles pouvaient avoir de plus inutile à la survie immédiate. À la fin de l'un de ses livres, Bède le Vénérable glisse quand même une phrase ou deux sur son secret du bonheur. Il dit, c'est dommage que je n'ai pas remis ici l'original latin, mais il dit que pour se sentir heureux, il doit s'adonner régulièrement, enfin quotidiennement même, à l'étude, au chant et à la lecture donc des livres de grammaire, quoi, hein, tout à fait étonnant comme personnage. Alors ces gens bizarres-là ont constitué
d'un safe space qui donc a été appelé universitas. Et pendant des siècles, l'université était non pas un lieu de création du savoir au sens exact, mais un lieu, j'allais dire, pour protéger un certain profil de personnes bizarres, de personnes qui erraient à travers l'Europe. Pourquoi l'université n'était pas au sens strict défini comme étant uniquement un lieu de création de savoir? C'est très simple. Au Moyen-Âge, le savoir, j'allais dire, était entre guillemets détenu par l'Église ou les milieux directement liés à l'Église. À la Renaissance et plus tard, c'était détenu par les habitués des salons. Voyez, donc l'université, plus encore que comme un lieu de savoir, pouvait être définie comme un lieu de gens bizarres, de gens qui ne rentraient pas réellement dans les autres cases. Bon, on pourrait bien sûr montrer mille et un exemples, on va dire, de figures du passé, mais le temps ne me le permet pas. Simplement pour dire que d'une certaine façon, pour faire revivre l'université à son sens premier, faire revivre l'université telle qu'elle était pendant des siècles, peut-être que nous devrions veiller à maintenir sa dimension inclusive. Une dimension inclusive qui, d'une certaine façon, n'a été mise en péril que peut-être, je dirais, autour des années 50, 1950. Avant cette période-là, par exemple, il n'y avait pas dans l'université de langue anglaise de terme pour désigner un étudiant geek ou un étudiant nerd. Vous voyez ce que c'est un nerd, hein? Un nerd, c'est, pour parler simplement, quelqu'un qui porte de grosses lunettes, qui a plein de stylos dans la poche de sa chemise, qui ne sait pas où est le restaurant le plus proche parce qu'il n'y est jamais allé et qui consacre sa vie à lire des bouquins bizarres. Ce concept d'étudiant nerd est un concept récent. Pourquoi il n'existait pas dans les années 30, par exemple? C'est que tout simplement, on disait un bon étudiant. Voyez? C'était ce que l'on attendait de façon naturelle et spontanée d'un étudiant. Voyez? Et d'une certaine façon, cet aspect ouvert aux étudiants qu'aujourd'hui on pourrait, je dirais, désigner de divers colibés-moqueurs, cet aspect ouvert aux étudiants bizarres, et l'université l'a spontanément maintenu jusque peut-être dans les années 1950-1960. De nos jours, donc, nous devons essayer de redonner une dimension pleinement inclusive à cet ancien safe space de gens bizarres dont nous sommes d'une certaine façon les héritiers. Dans les quelques minutes qui me restent, je me permettrai de vous montrer peut-être quelques aspects, quelques rôles sociaux de personnes différentes. Commençons peut-être par un exemple de personnes différentes dans le domaine de la chimie. Alors, Miguel Martinez nous a parlé de quelques traits de l'autisme. J'espère que vous l'avez bien écouté, parce que connaître les traits de l'autisme peut être indispensable et oublier ou méconnaître un trait de l'autisme peut vous coûter votre tête. Et c'est la très bizarre histoire du château de Bitremont que je m'apprête à vous conter. Voici donc l'histoire qui se passe au 19e siècle dans un château en apparence de carte postale, mais méfiez-vous parce que les apparences sont trompeuses. Il va apparaître dans quelques fractions de secondes sur votre écran. Voici donc le château de Bitremont tel qu'il existait au 19e siècle. Bitremont, c'est un petit peu au nord de Valenciennes, donc aujourd'hui à la frontière entre France et Belgique. Ce château de carte postale était propriété donc du comte de Beaucarmé et de son épouse, donc la comtesse de Beaucarmé. Et voici le problème, c'est que le comte de Beaucarmé avait un train de vie particulièrement dispendieux. Et très vite, sa fortune fut dilapidée. La ruine menaçait, la ruine et ses malheurs. Et dès lors, le comte eut une idée diabolique. C'est que son épouse avait un frère qui était, paraît-il, estropié.
Donc, ayant un handicap, son frère n'avait pas dilapidé sa part d'héritage. L'idée du comte de Beaucarmé était donc d'éliminer le frère de son épouse et donc ensuite de pouvoir récupérer sa part d'héritage. Pour cela, le comte eut une idée diabolique, c'est qu'il fit usage des poisons que synthétisait son employé, plutôt son jardinier, un dénommé François. François, c'était l'homme à tout faire du château. Il n'avait jamais mis les pieds dans une école, ne savait ni lire ni écrire et était porteur d'un handicap que vous découvrez dans quelques secondes sur les images. Mais François était un chimiste autodidacte et il avait réussi, chose que personne ne savait faire à l'époque, à synthétiser de la nicotine pure. Et donc, un jour, le comte de Beaucarmé s'était emparé des fioles de nicotine pure que son jardinier autodidacte avait fabriquées. Il administra le poison au frère de son épouse, le tuant. Le plan aurait pu réussir. Sauf que le comte avait oublié un des traits de l'autisme, c'est que les autistes disent la vérité. C'est donc à la fin du 19e siècle, devant les assises de Mons, que s'ouvrit le procès. Voici des images très rares de ce à quoi pouvait ressembler une cour d'assises au 19e siècle. Vous apercevez le comte et la comtesse au fond, à droite de l'image. Et le destin du comte fut scellé lorsque le jardinier François vint à la barre et il raconta de A à Z de ce qui s'était passé. Donc, moralité de l'histoire, si vous avez des projets criminels, n'oubliez pas tous les traits de l'autisme, sinon ça pourrait vous coûter cher. Voyez. Donc, c'est dit d'une façon un peu amusante, mais parfois on retient mieux les choses comme cela. Prenons maintenant un autre exemple, peut-être moins lugubre, même beaucoup moins lugubre. Vous connaissez les smartphones Android. Vous connaissez sans doute les grands serveurs qui font tourner Linux. Est-ce que vous savez qui est le bonhomme derrière à la fois le système Android et derrière les systèmes Linux? Eh bien, c'est très simple. Hein. Le Linux porte le même prénom que lui, hein, donc il s'appelle toujours Linus Torvalds. Linus Torvalds, c'est sans doute le plus éminent, le plus illustre, le plus légendaire des informaticiens de notre temps. Voyez, c'est plus qu'une légende, c'est l'emblème même. Au Moyen-Âge, on aurait dit le saint patron des programmeurs et informaticiens. Alors, voici la question. Si je vous parle du plus illustre des programmeurs, du plus illustre des informaticiens, à quoi ressemble son bureau? Parce que oui, la question se pose. Quand on parle de Google, quand on parle de Apple, vous pensez sans doute à ces énormes cathédrales en verre qui brassent des milliards de dollars et où s'activent des dizaines de milliers des meilleurs cerveaux en la matière à travers le monde. Mais à quoi ressemble le bureau, le lieu de vie, de travail de notre camarade, si j'ose dire, Linus Torvalds? Eh bien, vous aurez une surprise et voici donc l'image qui va s'afficher dans un petit instant, le temps que je clique sur ce qu'il faut et on y sera. Voici donc le bureau de Linus Torvalds. Ça vous fait un choc, non? Alors, donc, première remarque, il n'y a pas de fenêtre, c'est fait exprès. Parce que, comme le dit très bien Linus, dès qu'il y a une fenêtre, il y a du bruit, il y a des problèmes de lumière, tout cela peut vous distraire, tout cela peut vous causer de la souffrance lorsque vous avez une hypersensibilité sensorielle. Autre remarque, vous voyez
à quel point les murs sont dépouillés. Plus il y a de petits gris-gris, plus il y a de photos de Dieu sait qui, plus votre esprit sera dissipé et moins vous pourrez vous consacrer à faire du code, comme aime à le faire Linus Torvalds. Si vous regardez attentivement, il y a quelque chose d'assez curieux, c'est que son bureau est un bureau de travail debout. Voyez, parce que notre ami est aussi hyperactif. D'ailleurs, beaucoup de gens autistes le sont. Donc, quand vous êtes une personne hyperactive, il y a beaucoup mieux et beaucoup plus efficace que d'être bourré de médicaments. Il y a certains types d'exercices physiques, je vous passe les détails. En l'occurrence, Linus travaille debout et sous ses pieds, vous m'excuserez, l'image est coupée, mais sous ses pieds, il y a un tapis roulant. On ne le voit pas, mais cela lui permet de marcher tout en faisant du code. Le rêve, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Si vous avez un peu l'esprit informatique, regardez un peu l'espèce de bazar qu'il y a dans son lieu de travail. Vous remarquerez sans doute à votre effroi que le système informatique de Linus Torvalds est vieillot, sinon franchement obsolète. Probablement que votre PC à vous est plus puissant que celui de Linus Torvalds. Un peu étonnant, non? L'un des, peut-être le meilleur informaticien du monde devrait avoir les PC les plus modernes et puissants du monde. Ben non, ce n'est pas le cas. Et pourquoi, à votre avis? C'est très simple. Si vous avez des serveurs très puissants, ils vont chauffer beaucoup. Vous devrez mettre en place des ventilateurs pour les refroidir. Ces ventilateurs feront beaucoup de bruit. Donc, il vaut mieux utiliser des PC vieillots qui ne chauffent pas trop. Voyez? Alors, il y a quelque chose que Linus Torvalds ne sait pas faire, c'est interagir avec les gens. Et d'ailleurs, il le dit lui-même, I'm not a people's person. Voyez? Et mieux encore, ne regardez pas les interviews de Linus Torvalds sur YouTube, par exemple, parce que ce sont des choses assez pénibles à voir. On voit bien à quel point cet homme est mal à l'aise. Mal à l'aise quand on lui pose une question. Il a du mal à faire ne fût-ce qu'une phrase. Voyez? Et on voit un peu combien il peut être difficile d'interagir et à l'inverse, combien il peut être facile de faire du code. Et à la fin de l'une de ces interviews, un journaliste demande à Linus Torvalds, votre système que vous avez créé, il anime aujourd'hui des milliards d'appareils à travers le monde. Google vous l'a repris, pour ne pas dire volé, pour faire le système Android. Google ramasse des milliards sur votre œuvre et vous n'avez rien eu. Est-ce que ça ne vous agace pas? N'importe qui d'autre se serait écrié « Les salauds, je les aurai, je les traînerai en justice, les milliards seront à moi ». Mais Linus Torvalds, non. Linus Torvalds répond « Oh, j'ai de quoi vivre ». Voyez, ça c'est très intéressant. Et peut-être on pourrait se dire que le concept même de logiciel libre, c'est tout simplement la création naturelle d'un autiste. Pourquoi? Parce que les non-autistes, ils tiennent beaucoup à la paternité de leurs œuvres. Les non-autistes, par exemple, mettront des copyrights, vous feront payer pour que vous puissiez utiliser leur création. Pas forcément les autistes. Linus Torvalds, il a mis en accès libre ses créations. C'est donc de la naïveté autistique, pourrait-on dire, qu'est né l'univers du logiciel libre. Vous voyez, il y a peut-être quelque chose de très profond là derrière. Et pour reprendre très rapidement un autre exemple de cette, pardonnez le terme, naïveté autistique, vous connaissez Wikipédia. Quel est le principe de Wikipédia? C'est que chacun, en principe, chacun peut contribuer, peut écrire sur je ne sais quel sujet. Voici le problème. Tout le monde, les grands experts disaient ça ne peut pas marcher. Pourquoi? Parce que personne n'acceptera de donner de son temps, de son travail de façon anonyme pour écrire des textes. Ce n'est pas logique. Sauf que Wikipédia a marché. Pourquoi? Parce qu'il y avait une armada de gens autistes passionnés par le savoir. Voyez? Alors, pour être une personne
sur Wikipédia qui contribuent de façon abondante, vous devez remplir 3 critères. Vous devez accepter de travailler de façon anonyme. Vous devez accepter de travailler de façon bénévole ou non rémunérée et vous devez avoir des choses à dire. Rien que sur ces 3 points, vous comprenez pourquoi Madame Kardashian n'est pas administratrice de Wikipédia. Voyez? Je me souviens d'un dialogue que j'avais eu il y a quelques années avec la ministre de l'époque, la secrétaire d'État aux personnes handicapées, Ségolène Neuville. J'essayais de plaider la cause des personnes autistes chez Wikipédia et elle m'avait répliqué, mais pourquoi font-ils cela s'ils ne sont pas payés? Sacrée question. J'avais dû essayer de me tortiller, mais oui, mais Madame la ministre, comprenez-le, je sais que c'est bizarre, mais il y a encore des gens qui s'intéressent pour le savoir, etc. Donc, bref, c'est par un peu le fonctionnement différent d'une catégorie de l'humanité que nous avons certaines des choses qui font partie de notre quotidien et sans ces personnes, nous n'aurions pas peut-être ce que nous considérons comme évident pour notre vie quotidienne. Alors, comme le temps file vite, je vous propose un tout dernier exemple, puis quelques mots de conclusion. Parfois, quand j'ai la chance de discuter avec des jeunes adultes qui commencent leur parcours, leur cheminement, leurs apprentissages, leur métier, parce que c'est finalement mon boulot que d'accompagner des personnes handicapées adultes, je leur parle d'une japonaise pour qui j'ai beaucoup d'admiration, une japonaise que vous connaissez sans doute, je veux dire Marie Kondo. Vous voyez qui est Marie Kondo? Parfois, on parle de méthode Kondo. Parfois, on parle tout simplement de méthode de rangement Kondo. En tout cas, c'est une personne que parfois on surnomme la papesse du rangement. Bon, peu importe le vocabulaire, voici donc Marie Kondo en photo. Je suis sûr que vous l'avez déjà vu quelque part sur des vidéos ou que sais-je. Donc, Marie Kondo, le ton est donné, est la grande spécialiste du rangement. Alors, je ne vous parlerai pas ce soir des différentes astuces pour ranger ceci ou cela. Ce n'est pas le sujet. Vous pourrez très joyeusement vous y référer par vous-même. Peut-être un point qu'elle expose, qui est fondamental dans sa vie, dans son action, c'est qu'elle décrit l'étincelle de joie qui s'empare d'elle lorsqu'elle peut s'adonner à son centre d'intérêt, à savoir le rangement. Et elle compare très lucidement ce vécu intérieur, cette joie profonde qu'elle ressent, à ce que ressent son petit frère, qui est un gamer passionné, lorsqu'il peut s'attacher ou se consacrer à ces jeux vidéo. J'aimerais voir le petit frère. Je suis sûr qu'il y a des diagnostics d'autisme qui se perdent. Mais peu importe à la rigueur. Ce en quoi l'exemple de Marie Kondo est intéressant et pourquoi je parle d'elle aux jeunes que j'ai la joie de rencontrer, c'est que posons-nous la question, où est-ce que vous pourrez faire carrière? Dans la banque, dans l'industrie, en politique, peut-être, sans doute même. Mais vous ne ferez jamais carrière dans le rangement. Le rangement, ce n'est pas une carrière professionnelle au sens habituel du terme. Et d'ailleurs, Marie Kondo dit très bien combien elle s'était heurtée à l'incompréhension, pour être polie, de sa famille, de son entourage. Mais elle, Marie Kondo, a suivi son étoile, même si ce n'était pas prévu, même si la société demandait d'une personne brillante comme elle de faire, que sais-je, de la finance. Voyez? Et le résultat, il est là. Marie Kondo est épanouie, mais même sur le plan bassement matériel, bassement financier, elle gagne beaucoup plus qu'un patron de banque. Et c'est pour cela que j'aime l'histoire de Marie Kondo. Plutôt que de vouloir faire des études parce que c'est à la mode, parce que les parents le veulent, parce que le directeur ce n'est pas le cas de l'INSA, mais fait pression pour que vous fassiez ceci ou cela. Non, le mieux c'est de suivre son étoile.
Et c'est peut-être là qu'on pourra tracer un chemin qui nous sera propre. Et l'exemple de Marie Kondo peut tout à fait nous donner beaucoup à réfléchir. Alors, puisque mon temps est écoulé, juste la conclusion. En conclusion, je souhaiterais, si vous me permettez, de faire un clin d'œil, un hommage à un ami de longue date que j'ai, un ami autiste qui consacre sa vie à réaliser des dictionnaires de langues bizarres, depuis le vieux cornique jusqu'au manois. Des langues, si vous les connaissez, vous aurez droit à un petit diplôme d'autisme au chocolat. Oui. Évidemment, aucun éditeur ne veut publier les dictionnaires de mon ami. Et même si un éditeur était assez fou pour les publier, peut-être qu'il s'en vendrait tout au plus un exemplaire par siècle. Ça me fait penser à cet éditeur qui m'avait conseillé d'écrire des romans de gare bas de gamme sous pseudonyme pour gagner ma vie. C'est comme ça que ça se passe. Alors, cet ami, je me suis fait bien des soucis pour lui au cours de ces années. J'avais peur qu'il ne finisse à la rue. J'avais peur qu'il ne se suicide. Mais la dame Fortune a fait que mon ami a trouvé un job. Comment a-t-il fait, vous me demanderez? Mais c'est très simple. Il a procédé à la façon autiste. Donc, plutôt que de s'inscrire, par exemple, dans les mêmes études que tout le monde, plutôt que de faire des études, par exemple, de lettres modernes, où il y a 2000 autres étudiants dans la salle et 2000 autres concurrents lorsque vous postulez à un job, il s'est inscrit dans des études, par exemple, de vieil éthiopien. Quel est le principe des études de vieil éthiopien? C'est que vous êtes seul avec le prof. Un prof ravi d'avoir des étudiants après 20 années de disette. Et un prof au moins aussi chelou que vous. Et donc un prof qui vous jugera normal. Et un jour, je sais que c'est vilain à dire, mais un jour, le prof de vieil éthiopien sera rappelé auprès de l'Éternel. Et ce jour-là, un poste de prof de vieil éthiopien va se libérer. Et même si l'université ne vous aime pas, même si vous êtes aussi mal coiffé que moi, que vous ne savez pas plus que moi faire votre nœud de cravate, l'université sera obligée de vous engager. Et c'est ce qu'a fait mon ami, alors pas avec le vieil éthiopien, mais une langue à peine plus courante que cela. Et il y a quelque chose comme 2 ans, il lui est arrivé quelque chose que jamais je n'avais cru possible, c'est qu'il est devenu un papa. Et c'est là que les problèmes commencent. Alors, pour incarner ces problèmes, voici l'image. À la naissance de son enfant, que voici, une pensée terrifiante a envahi l'esprit de mon ami. Et si son enfant n'était pas autiste? Imaginez d'avoir à la maison un enfant qui ne s'intéresse ni à la morphosyntaxe du proto-élamite oriental, ni à la formation de l'aoriste sigmatique en sanskrit védique, et il veut regarder TF1. Comment est-ce que vous pouvez éduquer un tel enfant? Donc, dans un moment de panique, mon ami a pris cette photo et me l'a envoyée. J'ai moi-même ensuite transféré la photo à d'autres amis autistes et nous l'avons étudiée ensemble. Et il semblerait, je dis bien, il semblerait que le tout petit ait d'ores et déjà le regard autiste. Donc, ouf, les parents sont soulagés. Ceci étant, quand on connaît le profil des 2 parents, il y avait assez peu de risques qu'il en fût autrement. Je pense et je suis même convaincu que mon ami, donc le papa, sera un bien plus fiable et peut-être bien meilleur papa qu'un certain nombre de gens qui pensent être normaux. Une toute dernière phrase, une phrase que j'aime beaucoup, une phrase qui est extraite du préambule de la Constitution suisse. Elle s'énonce comme suit dans sa version française: la force de la communauté se mesure au bien-être du plus faible de ses membres. Merci pour votre attention. Merci, merci à vous surtout. Vous êtes vraiment un conteur formidable et puis cette joie de vivre qui se transmet même malgré les écrans, ça fait vraiment beaucoup, beaucoup de bien. Donc, je retiens que j'aurais dû apprendre à ranger un petit peu mieux, mais
c'est pas mon, c'est pas mon truc. Écoutez, vraiment merci. Donc, au niveau nous avons quelques questions à vous poser. Donc, déjà, moi, ce qui m'intéresserait, c'est dans l'histoire que vous avez retracée de l'autisme, qui était vraiment passionnante. Vous avez parlé à un moment donné, puisque là, nous sommes dans un établissement d'enseignement supérieur, que l'université a perdu justement cette dimension inclusive qu'il y avait avant les années 50. Est-ce que vous allez nous dire la vérité, du coup, si j'ai bien compris, est-ce que vous avez, vous, des idées un peu renversantes, transformantes, pour que justement cela change et que ça puisse être autrement et réellement inclusif et transformant? Parce que c'est vraiment Merci, Madame Béchet. C'est vraiment, vous avez posé la question fondamentale et je me permettrai peut-être pendant quelques instants, de faire un peu, de me faire la propagande belge. Alors, c'est un peu bizarre dit comme ça, mais je crois que c'est pour la bonne cause. Je suis convaincu que l'une des plus grosses carences de la politique du handicap en France, c'est précisément tout ce qui a trait à l'enseignement supérieur au sens large. Quand je dis enseignement supérieur, c'est vraiment tout ce qui permet de devenir adulte, tout ce qui permet d'exercer une activité passionnante, professionnelle, etc. Par exemple, devenir bûcheron, pour moi, ça fait partie de ce projet-là, de cette thématique-là. Alors, pourquoi il y a cette carence? C'est que tout simplement, à ce jour en France, il n'y a pas de texte de loi univoque spécifiquement consacré à cette question. Il y a toutes sortes de lois, par exemple la loi de 2005, mais elle n'est pas réellement sur l'enseignement supérieur. Il y a la loi école inclusive, mais comme vous l'entendez tout de suite, c'est plutôt pour les petits. Il y a toutes sortes de lois sur l'emploi, mais ce n'est pas exactement le sujet. Ce qui manque, c'est une loi qui poserait vraiment un cadre juridique solide par rapport au handicap dans l'enseignement supérieur. Et là où je suis un peu la propagande belge, c'est que dans certains pays, cette loi existe. En Belgique, elle date de 2014, mais peu importe les détails. Et donc, il y a un certain nombre de règles législatives que vous devez suivre si vous voulez avoir un établissement d'enseignement supérieur en Belgique. Simplement pour donner 3 éléments qui me semblent intéressants dans la longue liste de dispositifs juridiques. Premier point, l'existence d'AVS pour le supérieur, AVS, auxiliaire de vie scolaire, ou prenez un autre terme, en Belgique on dirait accompagnateur pédagogique, peu importe le terme, mais que ce rôle-là existe et qu'il ne soit pas, je dirais, comment dire, aux frais de la seule université, parce que sinon elle ne va pas s'en sortir, quoi. Donc, comment se fait-il qu'en France, il n'y ait pas d'AVS pour après le bac, ou pour, je dirais, la vie d'adulte, de jeune adulte? Ça, c'est un premier point et un point grave. Voyez? Un deuxième point, en Belgique, il existe un quota, non pas quota humain, mais quota budgétaire pour la question du handicap. Et ça, je crois que c'est plus malin. En France, on a essayé pour l'emploi, je ne parle pas de l'université, pour l'emploi, on a créé un quota pour l'emploi des personnes handicapées. Ce quota-là a mené à un certain nombre de dérives. Ce n'est pas le sujet de ce soir, on pourrait en parler longuement. Mais je suis convaincu que l'idée d'un quota financier, d'un quota budgétaire, c'est plus malin, quoi. Autre élément, tout établissement d'enseignement supérieur en Belgique doit faire partie d'une conférence qui les réunit sur les questions du handicap. Ça permet de partager les bonnes pratiques, ça permet d'avoir accès à des bases de ressources communes. Voyez, par exemple, pour l'inclusion des étudiants malentendants et sourds, les astuces qu'une université met en place, eh bien d'autres pourront en profiter aussi. Ça me semble important.
Alors, au-delà des aspects juridiques, ma conviction personnelle, c'est que la véritable inclusion ne se fera pas par des logiciels. Elle ne se fera pas par des petits gris-gris, encore moins par de la camelote. La vraie inclusion, ça se fait par un volume de temps humain massif. Et c'est finalement notre commune humanité, ce n'est pas une spécificité du handicap. Combien de fois le petit homme, pour parler comme Rudyard Kipling, combien de fois le petit homme doit essayer de se lever avant de réussir à faire son premier pas? Paraît-il qu'un bébé humain, avant de réussir à marcher, doit faire quelque chose comme 2000 tentatives. J'ai oublié le chiffre exact, mais c'est dans cette gamme d'idées-là. Imaginez qu'au bout de la troisième tentative, un éminent médecin présent sur les lieux dise, bon ben lui, ça ne sert à rien d'essayer, c'est fichu, quoi, hein, il reste à allonger. Hein. Non, il faut un volume horaire d'effort considérable. De même dans l'éducation, combien de fois le prof doit répéter aux jeunes têtes blondes les choses les plus élémentaires avant que ça ne rentre. Voyez, ça, c'est notre sort commun de notre commune humanité. Il n'est pas admissible que des personnes handicapées ne bénéficient pas d'un volume horaire comparable sous prétexte qu'elles sont, par exemple, handicapées. Pour finir, j'aime citer quelques mots un peu en guise de boutade d'un ami autiste qui avait déclaré « Le président de la République a besoin d'aide pour traiter ses dossiers. Il est donc handicapé. » C'est beaucoup plus profond qu'il n'y paraît. Bon, j'ai déjà trop parlé. Non, vous parlez pas trop du tout. Vous avez dit assez récemment que vous avez comparé le confinement avec une expérience autistique. Est-ce que vous pourriez nous en dire un petit peu plus, du coup, étant donné qu'on est tous dans la même situation? Volontiers. Alors, bon, au début donc, des histoires de virus, donc vers le mois de mars dernier, j'avais sous la forme d'une boutade développé une sorte d'analogie entre le mode de vie des gens autistes et puis le mode de vie en confinement. Alors c'est vrai, par exemple, la notion de distanciation sociale, mais même un autiste extrémiste n'aurait peut-être pas osé le formuler en ces termes, mais c'est vrai, quoi. Hein. Les gens autistes, souvent, comme Miguel l'a dit, ont des particularités sensorielles, tactiles, qu'il faut que le contact n'est pas forcément leur tasse de thé, si j'ose dire. Bah, voilà, avec le virus, c'est aussi imposé aux non-autistes. Fermeture des lieux de perdition non autistiques, tout ce qui est taverne, boîte de nuit. Les boîtes de nuit sont une escroquerie. Est-ce que vous y avez réfléchi? Ce ne sont pas des boîtes avec de la nuit dedans. Hein. C'est tout l'inverse, c'est très bruyant. Et donc, c'est particulièrement mensonger. Et c'est pour cela que je n'ai jamais mis les pieds dans ce genre d'endroit. Également, après les boîtes de nuit, on peut citer aussi toute la question des mimiques faciales. Les gens non autistes sont très forts dans les mimiques faciales. Quand vous êtes autiste, pour ne pas être éjecté, vous devez essayer de singer les rictus des gens. Une petite pensée aux hôtesses d'Air France qui doivent se forcer du matin au soir à sourire d'une certaine façon. Ça doit être dur, quoi. Hein. Avec le masque, c'est problème résolu, quoi. Hein. Voyez, vous n'avez plus à vous forcer à sourire d'une certaine façon. Hein. Ce n'est pas génial. Et on pourrait continuer quasiment à l'infini. Hein. Le souci d'hygiène qui est propre à beaucoup de gens autistes. Le voilà en tant que règle commune, le fait de vouloir à tout prix, par exemple, on va éviter les lieux bruyants, enfin on retrouve à peu près tout, quoi. Hein. Ceci étant, là où le rire a passé chez moi, c'est lorsque j'ai pu voir à quel point la situation était préjudiciable aux personnes les plus fragiles sur le plan social.
et évidemment parmi elles les personnes handicapées en tout premier lieu. Donc c'est pour ça que je suis un peu gêné maintenant d'abuser des blagues sur le virus, parce que même si à titre personnel et égoïste, j'ai tout ce qu'il faut pour manger, je sais que tel n'est pas le cas de l'immense majorité de mes camarades, hein, et leur situation qui était déjà des plus fragiles avant est devenue particulièrement calamiteuse. Et les personnes handicapées sont les grandes oubliées des décisions de politique publique. Et il y a eu des situations catastrophiques, notamment au début du premier confinement, dans les établissements pour personnes handicapées, les établissements liés à l'âge, donc pour personnes âgées. Ce sont des situations parfois que les mots peinent à décrire, et je n'entrerai pas dans ce sujet douloureux ce soir. Mais donc, autant je pense qu'on peut faire des clins d'œil amusants avec le virus et l'autisme, autant je vous avoue que je suis assez gêné pour rire de façon ouverte et sans arrière-pensée de ces choses maintenant. Bon, désolé d'être un peu tristouné. Non, non, vous avez bien évidemment raison. Après, c'est vrai que peut-être on pourrait toutes et tous apprendre à vivre aussi autrement et mieux comprendre aussi ce que certaines et certains d'entre nous peuvent ressentir. C'est ça qui est en tout cas intéressant, mais bien évidemment, il est 19h, ça va être la fin de notre webinaire. En tout cas, je vous remercie vivement pour cette intervention qui était vraiment extrêmement passionnante. Et quand je vois les messages qu'il y a dans la discussion, je pense que je ne suis pas la seule à penser ça. Donc, vraiment, merci beaucoup. Donc, pour toutes les questions et les réponses, enfin, les questions qui ont été posées, qui sont sans réponse, donc vous n'hésitez pas à nous les transmettre. On vous met les contacts sur cette slide. Et puis, au nom vraiment de toute l'équipe et de l'ensemble des participants, je vous remercie vraiment, Monsieur Chovanec, pour cette intervention passionnante. Et j'espère qu'on aura le plaisir de vous accueillir peut-être un jour en vrai pour poursuivre ces échanges qui sont très enrichissants. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous et bravo à tous les lauréats, et félicitations encore une fois. Merci. Bonne soirée à tout le monde et à très bientôt. Merci encore. Merci, très belle soirée. Merci, bonne soirée à tout le monde et bravo aux lauréats en effet.